Bonsoir, bienvenue dans le Nzimba, votre rendez-vous politique pour mieux comprendre les réformes en cours et les mécanismes pour y parvenir et améliorer le quotidien des Gabonais. La problématique de cette semaine ne laisse personne indifférent. Si je vous dis délestage électrique, manque d'eau au robinet, vous l'avez deviné, notre invité n'est autre que le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Guy Bertrand Mapongou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Ochanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Pendant 52 minutes, vous allez nous expliquer ce que votre département fait pour le mieux-être des Gabonais. Mais avant, nous allons découvrir votre portrait parcours. Actuel ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Guy Bertrand Mapongou est né le 15 février 1963 à Fougamou, d'un père français, ancien forestier, et d'une mère gabonaise d'ethnie Guissir, originaire de Fougamou, dans le département de Stamba-Magotsi. Journaliste de profession, notamment à Africa numéro 1, c'est un diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. De 88 à 90, il est correspondant en France de la radio panafricaine Africa numéro 1, mais également de BBC, RMC et Radio South Africa. En sa qualité de jeune reporter, il aura le privilège de faire vivre la chute du mur de Berlin en novembre 1989, les guerres d'Angola et du Libéria à tous ses auditeurs. Rentré au pays en 90, il est rédacteur en chef et grand reporter d'Africa numéro 1 jusqu'en 95. Au terme de cette année, Guy Bertrand Mapongou donne un nouveau tournant à sa carrière. De 95 à 97, il est directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Gravit les échelons, haut commissaire auprès du ministère de la Justice, garde des Sceaux, de 97 à 99. Directeur de cabinet du président du Conseil économique et social, de 99 à 2003. Conseiller personnel du président de la République, de 2000 à 2003. Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, de 2007 à 2009. Et enfin, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de 2009 à 2011. En 2011, c'est l'entrée dans l'arène politique. Président du Conseil national de la communication de 2012 à 2014. Intègre le gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de 2011 à 2012. Il sera également ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation avant de prendre en main son actuel portefeuille en septembre 2015, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Guy Bertrand Mapongou fut élu local, conseiller départemental de Stamba-Magotsi de 88 à 93 et enfin conseiller municipal de la commune de Fougamou de 82 à 87. Officier de l'ordre de la Panthère Noire, le ministre Mapongou a une distinction militaire, pratique le bouiti et adore faire la cuisine le dimanche. Cet homme dynamique se caractérise aussi par un franc-parler bien connu. C'est en 1998 qu'il fait la connaissance de l'actuel chef de l'État, dont il deviendra l'un des proches et fidèles jusqu'à nos jours. Il est marié et père de plusieurs enfants. Monsieur le ministre, quelle est votre devise dans la vie? Je dirais comme Churchill, dans la vie, on connaît des échecs, on connaît des succès. Et pour citer Winston Churchill, je disais, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, mais ce qui compte, c'est de continuer. Donc vous ne vous découragez pas? Pas du tout. Vous êtes un fonceur? Peut-être pas un fonceur, mais je suis un combattant. Je me définis comme un combattant parce qu'il ne suffit pas d'avoir connu un des échecs pour s'arrêter. Il faut continuer parce qu'au bout de vos efforts, vous connaîtrez le succès. Est-ce que ça veut dire également que vous avez eu la carrière que vous avez souhaitée? Vous le savez, le journalisme mène à tout. Il suffit d'en sortir. Aujourd'hui, je suis homme politique, mais je crois avoir exercé ce métier que j'ai aimé et que j'ai souhaité faire. Qu'est-ce que vous faites donc pour vous détendre? Les week-ends, je me détends en faisant de l'agriculture, en faisant, pourquoi pas, de la moto. Alors l'équipe de Nzimba s'est promenée et paraît-il que vous avez la main verte. Alors pour vous, tondre le gazon peut être une activité à la fois Absolument, sportive tondre le gazon, c'est une activité d'abord d'assainissement de votre environnement, mais c'est une activité physique extraordinaire. Je ne sais pas combien de calories on perd si vous faites 1 heure de tondeuse. Et vous allez me poser la question, je soupçonne que, oui, je fais du foot, mais depuis 1 an, 2 ans, après un accident, je ne fais plus de foot. Et je me suis donc remis à la tondeuse. Et la main verte, c'est vrai, parce que j'ai 2 vergers à une quarantaine de kilomètres de Libreville.
J'ai 2 vergers et je suis quasiment tous les week-ends dans le secret, sans se faire soupçonner. Mais je crois que c'est aussi une manière de se détendre parce que c'est la terre qui donne et c'est la terre qui nourrit. Guy Bertrand Mapongou, vous êtes un homme avec une forte personnalité. Qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs? Alors, forte personnalité, c'est vous qui le dites, madame. Je n'ai jamais soupçonné cela. Mais j'ai une manière de conduire mes responsabilités. Oui. Je prenais donc cet exemple qu'hier, à 19h, je suis passé voir dans tous les bureaux, les gens avaient disparu. Les collaborateurs étaient partis. Donc j'ai fait revenir tout le monde par SMS et par mail pour dire « revenez au bureau, nous avons du travail ». Ils sont revenus et je crois qu'ils n'ont pas été mécontents d'avoir travaillé jusqu'à 21h parce qu'il s'agissait d'assumer ses responsabilités. Donc de la disponibilité aussi. Quand La même, disponibilité, bien sûr. Voilà. Dans le métier que nous faisons, c'est un sacerdoce. Si vous n'êtes pas disponible, vous ne ferez pas ce métier parce que dans mes fonctions antérieures, je dormais à 2h du matin pour être peut-être réveillé à 6h. Oui. Donc il faut bien vous donner. Et vous vous donnez à votre pays, vous vous donnez à vos concitoyens, mais n'oubliez pas toujours de donner à votre famille parce que tout ce que nous faisons, il faut le faire sans préjudice pour soi-même, pour sa famille. Alors, une autre actualité, vous êtes natif de Fougamou. Actuellement, les habitants de cette ville ont manifesté leur peur, leur mécontentement face à un phénomène de disparition. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement ? Écoutez, la responsabilité du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes. Oui. Vous parlez de Fougamou, il y a des disparitions. Il n'y a pas que des disparitions à Fougamou, il y a des disparitions à travers le Gabon. Maintenant, la question qu'il va falloir poser peut-être, c'est qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter cette psychose? Mais le problème, madame, puisque nous sommes en démocratie et que nous galvaudons les questions sécuritaires, parce que c'est la démocratie, nous allons accepter que quelqu'un aille assassiner. Lorsqu'il est arrêté, il faut une marche. Vous allez voir quelqu'un qui va brûler la maison d'autrui. Lorsqu'on l'arrête, alors il faut le libérer parce qu'il appartient à un parti politique de l'opposition. Guy Bertrand Mapongou, qu'est-ce que les autorités font pour rassurer? C'est ce que je veux vous dire, les autorités, dans un premier temps, lorsque les gens sont soupçonnés d'avoir commis ces méfaits, ces personnes sont appréhendées par les officiers de police judiciaire et sont interrogées. Et après cette étape, le procureur est saisi et ces personnes sont déférées. Je crois que dans le cas de Fougamou, c'est ce qui a été fait depuis les premières apparitions de ce phénomène à Fougamou. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, madame. Déjà en 1996, nous avons connu des histoires comme ça. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'à la veille de chaque échéance électorale, voilà, il faut que des choses comme ça nous arrivent. Malheureusement, le raccourci est facile. Lorsqu'il y a mort d'homme, c'est le politique. Mais que disons-nous des crapules, des drogués, de ceux qui, au bout d'une passion, s'en va tuer sa copine? Ça s'est passé à Fougamou. Oui. Ils étaient dans un bar, une dame... Vous avez été ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, avoir une police de proximité pour éviter d'en arriver à de tels actes? Mais vous savez, les normes, c'est un policier pour 10 personnes. Vous pensez qu'on peut mettre un policier derrière chaque personne? Non. La responsabilité du gouvernement, c'est d'assurer, bien entendu, au quotidien, la sécurité des Gabonais. Et c'est ce qui est fait, madame. Lorsque ces personnes qui sont soupçonnées d'avoir été avec leurs copains dans la soirée, oui, mais ces personnes ont été appréhendées par la gendarmerie de Fougamou. Je ne suis pas dans le secret de l'enquête, mais ce que je sais, c'est que ces personnes sont aujourd'hui à Mouila, oui, et le procureur s'est déjà saisi de l'affaire. À ce stade, je ne fais pas de commentaires. Je fais des commentaires sur une chose. Nous sommes dans l'après, je veux dire, on est un petit peu dans l'après-acte. Je pense que les Gabonais ont besoin d'être rassurés. Madame Ochanga, oui, avant de condamner quelqu'un, il faut, oui, qu'il y ait une enquête. Cette enquête est menée. Et quand l'enquête est menée, le parquet s'est saisi. Oui. Et c'est le parquet qui détermine les responsabilités des uns et des autres dans des faits comme ce que nous sommes en train d'évoquer sur Fougamou. Mais moi, c'est que je voulais déplorer. La première chose, c'est que ce sont des hommes politiques qui vont à Fougamou faire dilater des choses qui concernent une enquête judiciaire. Oui. On ne s'y mêle pas lorsqu'on connaît sa responsabilité personnelle. Absolument. On ne s'y mêle pas. Parce que la responsabilité personnelle est difficile à établir dans ce genre de choses. Je suis politique, j'ai une responsabilité politique, une responsabilité publique. Donc je sais que chaque fois nous sommes cités, chaque fois, moi-même, je peux être cité.
Mais dans cette affaire où les gens vont s'émouvoir politiciennement, on pense avoir le monopole de l'indignation pour dire aux familles, mais pourquoi le ministre n'est pas là, mais pourquoi la présidence du Sénat n'est pas là. Pour vous, mais ces personnes, loi... excusez-moi, qu'est-ce Oui. que ces personnes font pour aider les familles à la manifestation de la vérité? C'est ça la question. C'est qu'au-delà du travail qui est fait par le gouvernement, Oui. dans ses missions régaliennes, c'est-à-dire de protéger les populations, il faut être aux côtés de ces familles pour que la manifestation de la vérité arrive. Donc nous nous indignons pour tous les assassinats, nous nous indignons pour toutes les disparitions, mais nous ne voulons pas que des hommes politiques en mal de reconnaissance ou de gloire d'antan aillent se mêler pour, et c'est d'ailleurs une diffamation, c'est la diffamation, aillent citer des personnalités en disant ils doivent connaître. Mais ces personnes demain, nous nous réservons le droit d'ester en justice contre ces personnes parce qu'on ne peut pas, nous sommes dans un système latin. Oui. C'est celui qui accuse qui apporte la preuve. Nous ne sommes pas dans un système inquisitoire. Donc on ne peut pas citer des gens sans preuve. En tant que membre du comité permanent, quelle est votre réaction face aux démissions au sein de votre formation politique? Depuis 1990, c'est presque classique à la veille de chaque échéance électorale, des personnalités de notre parti nous quittent, peut-être se sentant investis d'un instinct de rédemption nationale, décident de nous quitter pour aller faire carrière ailleurs. Et quand ils vont, il y en a qui restent, mais nous sommes souvent heureux de voir qu'au bout de quelques temps, il y en a qui reviennent. On peut regretter lorsque on perd un membre de sa famille, mais quand on s'en va, il faut rester dans l'ambition que vous vous sentez capable d'assumer. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont partis, ils oublient tout. Parce qu'ils pensent, quand ils ont traversé la chaussée, pour aller chercher l'absolution, je dis bien, faites attention madame, dans l'absolution, il y a la confession. Il faut d'abord confesser ses fautes. Il faut les récuser, les réfuter, les accuser. Mais lorsque vous allez devant le prêtre, vous confessez, si vous avez menti votre confession, le prêtre ici dans ce cas c'est le peuple, lorsque vous avez menti parce que vous voulez vous absoudre seulement, mais faites attention, la confession à équivoque Là, vous vous adressez... peut conduire à l'absolution à équivoque. D'accord, je pense que le message est passé. À présent, nous allons entamer la première partie de notre débat, Monsieur le ministre, avec cette analyse de l'équipe du Nzimba sur la nouvelle vision de l'État en matière d'eau et d'électricité. En accédant au poste de ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Guy-Bertrand Mapangou mesure sans doute l'immensité de la tâche. Une tâche qu'il doit accomplir au service de la nation gabonaise. En effet, des réformes sont prévues dans le cadre de ce ministère en termes de diversification des sources d'énergie et d'accès à l'eau potable pour tous, afin de permettre au Gabon, ainsi qu'à son économie et à l'ensemble des services vitaux, d'avoir des ressources nécessaires pour fonctionner. La réforme dans le secteur de l'énergie est très attendue par le gouvernement, les population et surtout les acteurs économiques. L'énergie constitue aujourd'hui le fer de lance de l'économie gabonaise. Les pouvoirs publics ont pris conscience de cet état de fait. C'est la raison pour laquelle ils consentent énormément de moyens pour la réalisation des ouvrages dans ce domaine d'activité stratégique pour le développement du Gabon. D'ailleurs, l'ensemble des piliers du projet L'avenir en confiance, projet du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba, a besoin de l'énergie pour prendre forme, qu'il s'agisse du Gabon industriel ou du Gabon des services. On remarque que leur fonctionnement et leur performance sont liés à une grande utilisation de l'énergie par les acteurs qui opèrent dans ce domaine. Le Gabon industriel, comme le Gabon des services, seront parmi les principaux bénéficiaires de la réforme dans le secteur. On comprend dès lors la demande sans cesse croissante des opérateurs de ces activités aux autorités du pays. Le constat est donc clair, la réforme s'avère nécessaire. C'est elle qui permettra au département ministériel d'engager des politiques
cohérente. Le gouvernement affiche à ce titre une volonté farouche de créer de la valeur ajoutée en instaurant la mise en place des zones économiques. Ces zones ont pour mission de créer de la richesse et de l'emploi. Or, cette réussite que l'on attend de ces acteurs industriels est tributaire avant tout des sources d'énergie pour fonctionner. Ainsi, le gouvernement a fait le pari de la voie de la réforme pour irriguer l'économie gabonaise vers le succès. Quant à la question de l'eau, des décisions prioritaires doivent être prises pour que l'accès à l'eau soit rendu plus facile à tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Guy-Bertrand Mapongou, la semaine dernière, vous avez procédé à la mise en service des lignes d'alimentation en eau et en électricité du lycée scientifique de Bitam. Est-ce que cela signifie que les établissements scolaires sont enfin une priorité pour le gouvernement? Non, on ne va pas dire ça comme ça, Madame Ochanga. Nous avons, en arrivant à la tête de ce ministère, nous avons fait à la demande du ministre de l'Éducation nationale un petit diagnostic rapide du nombre d'établissements scolaires qui n'étaient pas alimentés, que ce soit en eau ou en électricité. Ça fait 37 établissements. Parce que c'est les endroits où sont construits les établissements sont en zone isolée ou ne sont pas dans une zone de concession, c'est-à-dire où la SEG agit. Nous avons donc fait ce diagnostic, donc je disais 37 établissements, et nous avons déjà commencé à alimenter. Et vous avez vu, il y a quelques mois, nous avons commencé par le lycée de Bel Air et de Dibadiba. Va s'ajouter le lycée scientifique de Bikele, où les bornes et l'électricité est déjà arrivée. Maintenant, il va falloir alimenter tout l'établissement, parce que quand nous arrivons, c'est pas ce que nous avons fait à Bitam, ça a été très rapide, parce qu'à Bitam, nous avons non seulement amené la conduite d'eau et les lignes électriques, mais nous avons posé des compteurs. Et pour poser les compteurs, c'est la responsabilité du ministre du Budget qui prend en fait en charge les consommations de l'État. Nous avons posé et nous allons écrire au ministre de l'Éducation nationale qui va lui saisir notre collègue du budget pour prendre en charge toutes ces installations que nous faisons, que ce soit à Libreville, 3 lycées déjà, à l'intérieur, et nous allons continuer dans d'autres capitales où sont des établissements construits il y a quelques années, mais qui n'avaient pas encore connu l'arrivée de l'eau et de l'électricité. Pour poursuivre le débat sur les chantiers entamés par votre département, Louis-Philippe Badinga nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Badinga. Voilà, nous allons discuter eau et électricité, notamment les grandes réformes. La première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a une nouvelle vision en matière d'eau et d'électricité à l'aune justement du programme du plan stratégique Gabon émergent. Tous les pays du monde ont une vision dans cette matière, dans ce secteur sensible, souverain, secteur de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, c'est une vision d'urgence. C'est une vision d'urgence face au déficit énergétique et face au stress hydrique que vivent nos populations. Vous avez vu à Libreville qu'il y a des quartiers qui manquent d'eau, ou du fait des conduites de transport qui sont érodées et qui ont vieilli, parce que certaines de ces conduites ont été posées en 1977 à la faveur de l'OUA. Et aujourd'hui, vous avez vu tous les grands chantiers que nous avons entamés, notamment en matière de construction d'ouvrages de transport d'eau. Vous avez vu ce dernier chantier, ça a été la DN, la conduite DN 1200, diamètre nominal 1200, qui est partie d'Untum à Issassa et d'Issassa jusqu'à PK9. Nous avons également engagé des grands investissements en matière de stockage, ce qu'on appelle les châteaux, en matière de stockage. Et vous avez vu qu'il y a aujourd'hui un grand réservoir au PK9, au quartier d'Ibangos, et vous avez un autre réservoir à la cité de la Caisse. Ce sont des ouvrages importants qui ont coûté énormément cher à l'État. Et nous sommes conscients que l'eau c'est la vie. Nous sommes conscients aussi que l'électricité c'est la vie, on ne vit pas sans lumière. Et nous nous efforçons avec l'aide de l'État et le partenaire actuel qui est la SEG de densifier ces investissements pour que l'eau arrive là où résident les hommes. Maintenant, il y a quelque chose que nous n'avons pas maîtrisé, c'est l'évolution démographique et l'extension de la ville. La ville se dilate et il est difficile de suivre les populations là où elles s'installent. Oui. Et il y a des problèmes aussi que vous connaissez d'urbanisation.
et les populations s'installent en périphérie et souvent pour amener de l'eau ou de l'électricité, c'est un investissement lourd. Oui, je voudrais ajouter, M. Mbadinga, je voudrais ajouter quand même pour faire une comparaison. En 2009, nous avons à peu près 173 000 m3 d'eau sur Libreville. Nous avons aujourd'hui 240 000 m3 d'eau. Vous voyez l'évolution. 70 000 m3 d'eau d'évolution, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose de fait en 5 ans. Maintenant, notre ambition, bien entendu, puisque nous connaissons à peu près les besoins de Libreville d'ici à 2020, d'ici à 2025, on aura besoin de 350 000 m3 d'eau pour soutenir la consommation de Libreville. Et malheureusement, M. Mbadinga, il y a trop de gaspillage d'eau. Oui, et donc à ce niveau, quelle est la stratégie, puisque nous avons d'un côté les besoins d'industrialisation et de l'autre les besoins de population? Quelle est votre stratégie? Bien sûr, la stratégie d'abord. La stratégie gouvernementale a consisté il y a quelques années à mettre un programme qui s'appelle P3E, c'est un programme d'économie d'énergie et d'eau. Ce programme est logé au ministère du Budget. Il n'y a pas trop de synergie pour rechercher les solutions profondes, les solutions probantes pour réduire la facture énergétique de l'eau de l'État. Monsieur le ministre, vous venez de parler de gaspillage, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont aussi une part de responsabilité dans le manque d'adduction d'eau au niveau de la consommation domestique, par exemple? Mais chacun de nous a une responsabilité en termes d'économie d'eau ou d'économie d'énergie. Si vous avez une fuite avant compteur, parce que là c'est très classique, hein, les gens disent la fuite c'est avant compteur, ça ne me concerne pas. Si c'est après compteur, ça me concerne parce que je vais payer. Mais non, mais de manière citoyenne, vous devez pouvoir prévenir les services de la SEG pour qu'ils viennent colmater, qu'ils viennent réparer cette fuite. Parce que cette fuite, si elle dure, madame, si elle dure même 1 heure, je prends le cas simple des chasses de toilettes. Oui. Dans les ministères, dans les services publics. Ça coûte au bas mot 6 000 francs CFA, mais c'est très rare qu'une administration remplace ces chasses d'eau. Alors, cette eau coule, mais cette eau qui coule, madame, c'est peut-être le nombre de mètres cubes de votre consommation quotidienne, de votre consommation mensuelle, parce qu'il y a des zones où de l'eau coule en continu. Mais cette eau aussi qui manque, c'est peut-être l'eau qui devait aller vers votre domicile. Sensibiliser alors à ce moment les populations avec des slogans un peu plus parlants. Il y a quelques Bien années, sûr, on parlait d'être correct. C'est le rôle de l'opérateur, c'est aussi le rôle du ministère parce que c'est nous qui conduisons la politique nationale de l'eau. Et je suis heureux d'ailleurs de vous dire que nous venons de mettre en place la politique nationale de l'eau qui n'existait pas. Nous avons donc un document qui a été validé par tous les acteurs qui agissent dans le secteur de l'eau. Ce n'est pas un débat récent, la politique de l'eau. Il date depuis, ma foi, depuis 1964. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous venons de mettre en place ce document et nous avons présenté en Conseil des ministres un schéma directeur de l'eau. Oui. Monsieur le ministre, essayez de parler un peu plus en français facile pour ceux qui nous écoutent. Au regard des impératifs d'industrialisation et des besoins donc des populations, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une politique très claire, visible? Mais bien sûr, il y a déjà une politique, je vous ai dit, une politique d'investissement. L'État a consenti d'énormes moyens pour construire des ouvrages structurants, que ce soit en matière d'électricité et d'eau. Libreville a une puissance installée de 345 MW pour une puissance appelée de 240 mégas en pointe. Mais ça ne suffit pas parce que, comme je vous ai dit, il y a ce phénomène d'extension de la ville et les phénomènes démographiques connus, l'évolution de la démographie. Donc, nous investissons et ce plan existe puisque depuis 2013, il a été mis en place un plan triennal de densification de réseaux d'électricité et d'eau. Ce programme a connu des fortunes diverses pour des raisons financières, mais il n'en demeure pas moins que l'État a investi, si je ne m'abuse, presque 400 milliards dans l'électricité et un peu moins, peut-être 300 milliards dans les ouvrages d'eau, de conduite et de stockage. On va revenir un petit peu là sur les besoins en eau au niveau de Libreville. On a estimé ça à 270 000 mètres cubes et en électricité. Vous êtes revenu déjà sur ça.
Est-ce qu'à ce jour, c'est ce qui était prévu? Est-ce qu'on est finalement dans une consommation, en tout cas dans des travaux qui permettraient une consommation plus stable? Alors je reviens au début pour illustrer que des efforts ont été faits en matière d'eau. Je vous ai dit qu'en 2009, il y avait à peine 179 000 mètres cubes d'eau. Nous avons aujourd'hui une production de 240 000 mètres cubes d'eau pour des besoins, bien entendu, estimés sur Libreville à 370 000 mètres cubes d'eau. À l'horizon 2025, peut-être à 500 000 mètres cubes d'eau. Comment résorber cette situation et ce stress? C'est les chantiers que nous avons lancés. Toumset, c'est un gros réservoir de 160 000 mètres cubes d'eau. Et nous avons un grand projet, et c'est celui-là qui va être connecté en Toumset. C'est le projet de mobilisation des eaux du Komo et la conduite d'N 1200 pour venir du Komo à Antoum. Parce que si vous prenez de l'eau, vous mobilisez de l'eau dans le Komo, c'est un fleuve, nous avons la chance que ça soit de manière pérenne, l'alimentation soit de manière pérenne, à condition d'avoir des réservoirs qui prennent cette eau et la distribuent. Ce n'est pas fini, il faut améliorer les conduites dans les quartiers. Parce qu'on a beau faire des conduites de 1200 pour amener d'un gros réservoir à Libreville, maintenant il va falloir reconstruire toutes ces conduites qui ont vieilli. Et là, vous allez voir, les populations reprochent à la SEG que l'eau est trop turbide. Mais oui, elle a l'air potable en tout cas, elle a l'air trouble. En tout cas, elle est potable. Il y a un laboratoire. Je dis, elle n'a pas l'air potable, elle est trouble. Elle est trouble. Elle est trouble. De la turbidité existe parce qu'il y a des phénomènes qui font qu'il y ait de l'eau turbide. Il y a des phénomènes d'alcali-réaction lorsque les tuyaux ont vieilli. Il y a des phénomènes dus à la dévégétalisation des sols. Il y a aussi des problèmes, et ça peut-être que la SEG n'a pas suffisamment communiqué, c'est que lorsque nous mettons en route les conduites d'eau, il faut les rincer. Il faut les rincer. Alors là, c'est complètement dilemmatique, complètement cornélien, parce qu'il vous faut de l'eau pour rincer ces tuyaux, 1200, avec une pression énorme. Mais ça, il faut d'abord couper les ménages. S'il y avait un réservoir spécialement dédié au rinçage, bon, on n'aurait pas connu ces problèmes que nous avons connus. Et malheureusement, là aussi, on peut reprocher le déficit de communication, mais il faut reprocher aussi aux populations qui ne suivent pas aussi, parce qu'il y a des communiqués qui sont faits pour dire demain ou après-demain, à telle heure, nous allons procéder à telle chose, à telle réparation. Et en ce qui concerne la mise en route de l'ADN 1200 qui vient d'Antoum, on avait communiqué pour dire faites attention, il va y avoir de la turbidité dans l'eau. Oui, beaucoup de choses ont été faites certainement sur Libreville. La question qu'on se pose est de savoir si les efforts sont également repartis. Est-ce que ce n'est pas là le moment aussi d'imaginer des nouvelles sources d'énergie et de distribution d'eau à l'intérieur du pays notamment et loin des centres urbains? Absolument. Nous parlons de Libreville parce qu'il y a une particularité. Libreville, c'est 2 tiers de la population. Mais ce programme est étendu à toutes les autres provinces. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes par exemple en train de changer tous les groupes des centrales thermiques à gasoil dans au moins 11 départements, des groupes neufs pour soutenir la production énergétique. Nous avons bien entendu d'autres projets pour soutenir ce mix que nous voulons, un mix important, à la fois pour soutenir, vous-même vous l'avez dit, l'industrialisation. Vous avez des scieries qui s'installent, vous avez des miniers qui s'installent, que ce soit à Njolé, à Kango, il y a des projets, vous avez un coq. Il y a des projets, et pour soutenir l'industrialisation, il faut suffisamment d'énergie. Ce n'est pas le potentiel qui manque. Maintenant, il faut des moyens. Sur notre diagnostic, il nous faut, d'ici à 2025, que ce soit en eau, en électricité, 1730 milliards d'investissements. Oui, mais ça coûte peut-être cher, mais c'est peut-être l'occasion d'utiliser le solaire et toutes ces énergies renouvelables qui ne coûtent pas très cher. Peut-être que ça ne coûte pas cher, mais il faut pouvoir les installer. L'éolien, nous sommes au stade des expérimentations. Nous avons installé des mâts de collecte de données à Pongara et sur les plateaux Batéké. On ne se lance pas dans un projet, même si c'est à la mode. On parle de l'éolien, on parle du photovoltaïque, mais il faut des expérimentations. En ce qui concerne le solaire, nous avons déjà quand même une puissance installée de 5000 kW crête à travers le pays. Vous voyez, il y a des villages qui sont éclairés au solaire. Donc, c'est aussi une solution. Et en termes d'énergie propre,
il y a l'hydroélectricité, il y a aussi le gaz. Et nous sommes en Afrique centrale parmi les pays qui ont déjà aujourd'hui 2 centrales à gaz sur Ovendo, à Lenakiri et sur Libreville, que nous allons inaugurer peut-être en juin prochain. Vous avez aussi les grands chantiers de l'heure, c'est le barrage hydro de l'Impératrice avec 88 mégas et le barrage de F2 à Minzik Parlez-nous-en justement, avec 36 mégas. Il y a eu un changement au niveau des entreprises censées réaliser ces projets. Oui, il y a eu un changement parce que dans les clauses de la convention qu'il y ait l'État et la société Coder qui étaient censés réaliser ces travaux, il y avait une clause qui stipulait qu'au bout de 3 ans, si les travaux n'ont pas été réalisés, l'État et cette société pouvaient résilier ce contrat à l'amiable. Ce qui a été fait, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre, il y a une commission qui a été mise en place, commission interministérielle présidée par le Premier ministre, et cette commission est chargée de trouver des solutions à l'amiable avec Coder. Mais est-il qu'aujourd'hui, ce projet est relancé parce que nous avons lancé un appel d'offres international et qui a été remporté par une société chinoise qui est le groupe CGC. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de relancer avec ce partenaire chinois qui, ma foi, peut-être dans 3-4 mois, va installer ses bases vie et va commencer ses travaux que les populations attendent depuis longtemps parce que ça a été l'un des projets phares du début du mandat du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a commencé à poser les premières pierres de ces barrages. Et nous avons besoin de ces barrages. Nous avons besoin même de plusieurs barrages. La construction des barrages, M. Mbadinga, c'est 4 ans, c'est 3 ans. Mais si dans 4 ans, nous y arrivons à avoir le mix énergétique que nous souhaitons, c'est-à-dire 500 mégas pour Libreville et 1200 pour l'ensemble du pays, nous pouvons soutenir l'industrialisation, nous pouvons soutenir la croissance, la création d'emplois et les richesses. À présent, Monsieur le Ministre, nous allons aborder la problématique essentielle pour les populations gabonaises. Il s'agit de l'approvisionnement en eau potable et en électricité domestique. La concession avec Veolia, c'est le reportage qui suit. S'il y a bien une concession qui donne le tournis à l'ensemble des Gabonais et des opérateurs économiques ou industriels, c'est bien la concession faite à la SEEG par l'État gabonais. Cette concession avait pour but, lors de sa signature en 1997 avec Veolia, désormais maison mère de la SEEG, d'améliorer le service public en matière de fourniture d'eau et d'électricité. Les espoirs nés de cette concession ont très vite volé en éclats. Toutes les zones de la capitale sont touchées, soit par des délestages, soit par des coupures d'eau. De nombreux quartiers de Libreville sont en manque d'eau de manière permanente. On a recours à une alimentation par période. Du coup, les habitudes des Gabonais résidant dans ces zones d'accès difficiles à l'eau ont changé. Beaucoup d'entre eux se sont équipés de matériaux, notamment les surpresseurs pour les plus nantis, pour faire face à la pénurie. Certaines personnes se sont transformées en commerçants et en distributeurs de l'eau dans la ville ou les quartiers périphériques. Certains établissements, publics ou privés, ont même recours aux eaux de pluie. Il n'est pas étonnant de constater qu'à certaines heures, le centre-ville aussi vient à manquer d'eau. Le constat est clair désormais. Il est temps que soient redéfinies les nouvelles clauses du contrat entre l'État et la SEEG. Dans ce nouveau contrat, chacune des deux parties doit avoir ses missions clairement définies. L'objectif à atteindre est l'assurance de la qualité du service. L'eau est la vie. Elle participe à l'essor et au développement des sociétés, contribue fortement à l'amélioration de notre bien-être. Elle mérite, à ce titre, une politique nationale. En matière d'électricité, les nombreux délestages que les riverains subissent chaque jour ne sont pas de nature à améliorer la productivité. Il est plus qu'urgent qu'un réseau d'électricité efficace soit déployé dans tout le pays. Des efforts sont à relever tout de même. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se présenter à la centrale pour avoir ses factures d'eau ou d'électricité. De nombreux points de vente ont été ouverts dans tous les quartiers, rendant beaucoup plus facile l'accès aux services. Il reste néanmoins une difficulté, l'absence de qualité dans ce service rendu par l'opérateur. Monsieur le ministre, les Gabonais sont nostalgiques de la SEG correcte. Ils disent que c'était mieux avant 97. Pourquoi finalement l'avoir privatisé? Mais écoutez, ce sont les circonstances de l'époque qui ont présidé à la privatisation de la SEG en 1997, en pensant peut-être qu'on allait résoudre nos problèmes. Vous dites que les populations sont nostalgiques, correct, mais oui, c'est un slogan, mais il y avait quand même déjà à l'époque des
des difficultés. Quand l'État ne pouvait plus soutenir le fonctionnement régulier de la SEG, cela nous a conduit donc à cette privatisation. Peut-être que nous regrettons aujourd'hui, mais il fallait passer par là. Ce n'est pas le seul pays qui est passé par là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de relancer avec notre partenaire Veolia et sa filiale SEG, relancer et anticiper d'autres opportunités, d'autres modes de gestion de cette entreprise pour que, au bout de la chaîne, ça soit les populations qui soient satisfaites. Jonas Osombe nous a rejoint pour poursuivre justement les débats avec la concession avec Veolia. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Monsieur Osombe. Au-delà des plans d'ajustement structurel qui ont amené le gouvernement gabonais à privatiser un secteur aussi important, celui de l'énergie et de l'eau, est-ce que finalement 20 ans après, le Gabon ne s'est pas fait avoir? N'est-ce pas un marché de dupes que de concéder pendant 20 ans un secteur aussi important à un opérateur économique étranger? Non, on ne va pas dire cela comme ça, on ne va pas être méchant. C'est vrai que ce que le Gabon a souhaité dans cette concession ne s'est pas fait comme on l'aurait souhaité. Mais nous n'allons pas revenir, c'est pourquoi je vous ai dit il y a un instant que nous sommes presque à 1 an de la fin de cette concession. L'État a fait beaucoup d'investissements pour soutenir la SEG, pour satisfaire les besoins des populations. Et nous nous acheminons donc vers la fin de cette concession et nous allons voir, comme je l'ai dit, avec notre partenaire, comment aller vers un autre... Sur 20 ans encore, sur 20 ans encore. Peut-être pas, parce que déjà, il y a une réforme, vous allez y revenir tout à l'heure, il y a une réforme qui est engagée par le ministère pour modifier la loi 893 sur le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau et de l'électricité. Cette réforme est engagée. Nous avons fait adopter en Conseil des ministres le 10 mars dernier un nouveau projet de loi sur ces secteurs. Et dans ce nouveau projet de loi, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés. L'État va réaffirmer son monopole sur ces secteurs stratégiques et presque souverains. Et nous allons aussi y mettre d'autres modes de délégation de services publics. Lesquels, par exemple? Dans la loi 893, il existait un seul mot de délégation de services publics. Et aujourd'hui, nous allons voir peut-être 3, 4, 5, notamment l'affermage, la régie intéressée, bien entendu la concession, mais aussi la gérance. Ce sont des mots de délégation de services publics différents et peut-être que nous acheminons vers un autre mot de délégation, mais qui est discuté. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je renouvelle, que je ne peux pas déjà vous dire si je renouvelle ou pas avec la SEG. Est-ce que ça veut dire laissez d'abord au ministère faire le bilan de cette concession. Et lorsque nous avons fait le bilan, nous allons dire à notre partenaire, voilà le bilan, voilà ce que vous avez fait. Vous n'avez pas satisfait aux obligations. Et voilà vers quel chemin nous souhaitons partir avec vous. Quels ont été les critères d'évaluation de ce bilan? Avec qui avez-vous travaillé? Avec d'autres cabinets encore extérieurs? Nous avons au départ travaillé avec le cabinet de Deloitte. Et après le rendu de Deloitte, qui n'a pas été malheureusement rendu intégralement, nous avons donc engagé notre commission ministérielle pour faire un diagnostic de terrain, un diagnostic physique de terrain. C'est-à-dire, c'est un travail sur le plan technique qui consistait à aller voir, par exemple, le barrage de Bongolo, pour voir sur les 4 groupes combien de groupes marchent, pour voir même comment est-ce qu'on reçoit un client. Ça, c'est par exemple le bilan rapport clientèle. Ensuite, il y a le bilan juridique, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que la loi 893 nous enfermait dans un seul mode de délégation du service public, alors qu'il existe partout ailleurs, en France, à côté de nous au Cameroun, au Mali, il existe plusieurs modes de délégation du service public que je viens de vous citer, c'est-à-dire la gérance, la gérie intéressée, la concession et l'affermage. Oui, nous on retient que le contrat va être renouvelé. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. C'est ce qu'on vient de dire. Non, bien sûr. Vous négociez pourquoi? Du tout, monsieur Osombe, non. Vous voulez que, comme ça, tout d'un coup, de manière abrupte, on dise, allez, c'est fini, on casse tout? Non. Mais en même temps, les critiques sont là, monsieur le ministre. Bien sûr. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tenez, je vais vous prendre un exemple. Oui. Le 19 mai dernier, donc l'année dernière, le président de la République ouvre les turbines au niveau de la cité Amissa. Ça y est, on dit il y a de l'eau désormais à Ngonje. 1 an après, on a l'impression qu'il n'y a rien. Les ménages attendent toujours cette eau. Qu'est-ce qui se passe finalement?
Vous savez, nous avons en charge la politique de l'eau. Donc notre responsabilité, c'est de contrôler l'opérateur et de faire en sorte qu'il y ait l'eau partout. Si des choses n'ont pas été faites, il faut faire le bilan. Et c'est ce bilan qui va nous permettre de dire est-ce que la SEG reste ou pas? Est-ce qu'il faut aller avec un autre opérateur ou pas? Maintenant, les problèmes, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les réfuter. Les problèmes existent. Lorsque vous avez de l'eau, je vous expliquais tout à l'heure, on peut avoir assez d'eau, monsieur Osombe, mais si on n'a pas une bonne conduite, si on a des gaspillages, il peut y avoir ce genre de phénomène. Est-ce que c'est pas trop facile? Il y a un autre phénomène qui est très facile, je vous rejoins, il y a un autre problème qui est facile, un autre phénomène qui est facile, c'est le phénomène des branchements spaghetti. C'est-à-dire, il n'y a pas une conduite qui passe par là. Mais qu'est-ce que l'État fait déjà? L'État et son partenaire, la SEG. Mais l'État, qu'est-ce que l'État fait? Avant d'accuser le consommateur qui gaspille, qu'est-ce que l'État fait? Monsieur par exemple, pour les populations d'Angondje, pour qu'ils aient de l'eau. Monsieur Osombe, l'État a investi, je vous ai dit, énormément pour améliorer les ouvrages de production et de transport d'eau. Et je vous ai dit au début que le seul problème que nous avons aujourd'hui, il y a le gaspillage, mais il y a aussi tout ce qui est conduite domestique sont aujourd'hui érodés et ont vieilli. Si la SEG ne l'a pas fait, c'est pourquoi nous faisons son bilan pour lui dire vous n'avez pas fait ce que vous avez dit dans vos obligations, que vous remplacerez ces conduites, que vous mettrez davantage d'électricité, que vous réduirez le nombre de coupures intempestives en remplaçant tous les postes en contrainte de transformation ou en investissant dans l'outil de production. C'est pourquoi nous faisons son bilan. Et ce bilan est nécessaire. C'est ce bilan qui va nous permettre... Il présage de quoi, ce bilan? C'est ce que je vous dis. Oui, oui. Je vous dis. Ouais. Je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit. Oui, ce bilan, je ne veux pas dire qu'il est catastrophique, mais okay. La SEG n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Il faut être franc. C'est bien. Et c'est pourquoi vous avez vu, depuis quelques mois, nous avons obligé, contre la SEG, à dire vous devez investir dans le sens d'atténuer les stress hydriques et les coupures intempestives. Ce qui est fait, aujourd'hui nous avons 140 transformateurs à Libreville. Nous avons déjà fait remplacer 112 postes. C'est énorme, vous n'imaginez pas ce que c'est. Donc ça veut dire il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui. Et moi, dans mon rôle, c'est celui de dire à la SEG, vous devez respecter vos obligations contractuelles, surtout en matière de continuité du service public et de la qualité du service. Est-ce que l'État, justement, remplit également son rôle dans cette concession, remplit justement ses obligations contractuelles avec les impayés? Dans cette convention, Mme Ochianga, nous avons signé déjà aujourd'hui l'avenant 3, l'avenant 4, l'avenant 5, l'avenant 6. Et c'est pourquoi il était déjà opportun de modifier le cadre juridique. Parce que dans ces 4 avenants, nous étions déjà dans l'affermage. C'est-à-dire que l'État investissait déjà dans l'ouvrage de production et de transport. C'est important. Donc aujourd'hui, on ne va pas se cacher pour dire ce modèle qui avait déjà été implémenté dans la concession actuelle par les avenants 3, 4, 5 et 6, c'était de l'affermage puisque l'État a investi à la place de ce que la SEG devait faire. Donc notre responsabilité est claire. Et s'il y a des faiblesses, j'en viens puisque Mme Ochianga pose sur les faiblesses de l'État. Oui, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses, surtout en ce qui concerne la dette de l'État vis-à-vis de la SEG. Et cette même dette, lorsque la SEG était une entreprise publique, cette dette a été toujours là. Et cette dette est due à quoi? C'est ce que je vous ai dit, est due aux consommations de l'État, aux consommations non maîtrisées de l'État. Et c'est là sa faiblesse. Parce que l'État aujourd'hui ne peut pas dire à la SEG, mais vous me facturez 2,5 milliards, c'est important que je vous le dise, la SEG facture 2,5 milliards par mois à l'État. Est-ce que l'État réclame des factures? Est-ce que l'État connaît ses points de livraison pour justifier ce genre de consommation? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un programme d'économie d'énergie qui réside malheureusement au ministère du Budget, alors que l'expertise technique est au ministère de l'Énergie, et nous avons demandé au président de la République, au Premier ministre, de nous concéder ce programme pour réduire les consommations d'énergie et ne plus à devoir 2,5 milliards par mois à la SEG. La Société de patrimoine et de l'eau, ce contrôle? Sous contrôle du ministère, c'est sous tutelle du ministère. Oui, son rôle, c'est la philosophie. C'est cette philosophie qui a présidé à la création de la Société des patrimoines. C'est-à-dire, dans l'affermage, l'État a ses ouvrages qu'il concède aux fermiers. Le fermier les exploite, les entretient et paye une redevance aux propriétaires. Et c'est cette redevance qui fait vivre un peu bon an mal an aujourd'hui la Société des patrimoines, notamment avec le barrage de Grand Poubara
et la centrale thermique ministre. d'Ovendo. Et Monsieur le nous ministre. allons donc multiplier les investissements pour que l'État souverain, reprenne le monopole dans Posez la votre construction question, des ouvrages. En attendant, les populations de Tchibanga, de Mouila, chaque mois sont stressées. Le mois dernier, ces deux villes n'avaient ni d'eau, ni d'électricité. Finalement, on vous a en face de nous, on veut savoir, ces populations veulent savoir si le mois prochain, ça va être le même stress. Ce n'est pas dû, et je voudrais renchérir, ce n'est pas dû parce qu'elles gaspillent de l'eau, puisqu'elles n'ont pas... Non, c'est pas le gaspillage. non, il faut reconnaître. Hein. Soyons honnêtes de reconnaître que ce que vous dites, vous avez raison, que ce qui s'est passé ces derniers mois sur le RIC Sud, c'est-à-dire le réseau interconnecté du Sud, qui est alimenté par le barrage de Bongolo, donc le RIC de Louiti, il y a eu des problèmes. Il y a eu les 4 groupes qui sont noyés, et nous sommes aujourd'hui en passe de réparer un premier, un deuxième groupe, mais nous avons résolvé la situation en mettant sur place un groupe de 1200 kVA à Bongolo aujourd'hui, un groupe de 1200 kVA à Mouila. Donc, vous avez raison, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, parce que c'est à travers l'électricité qu'on pompe de l'eau. Donc, des solutions, ce sont des solutions peut-être intermédiaires, M. Osombé, peut-être palliatives, mais les grandes solutions viendront des grands projets que je viens de vous évoquer. Si nous faisons l'impératrice Eugénie à Fougamou avec 88 MW, mais nous pouvons renforcer le RIC Sud. En attendant, qu'est-ce que ces populations font? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Nous avons fait remplacer, je vous ai dit, à la suite des pannes enregistrées sur les groupes de Bongolo, nous avons mis un groupe de 1200 kVA. Avec l'espoir que lui aussi ne tombe pas en panne? Non. Enfin, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête chaque fois. On vous dit, quand il y a une panne, c'est un domaine technique. Vous n'allez pas mettre un groupe qui ne tombe pas en panne. Votre véhicule tombe en panne, M. Osombé. C'est comme les groupes électrogènes. C'est vrai que vous voyez que c'est très facile d'ouvrir votre robinet le matin pour vous raser. Mais derrière votre robinet, derrière cette eau, ce filet d'eau. Mais c'est une machinerie extraordinairement sophistiquée qui coûte cher. Et quand je vous ai dit, je reconnais qu'il y a eu des coupures sur le RIC Sud, mais oui, parce que nous avons une panne, nous avons eu des groupes noyés à la suite des crues sur la Louiti. Nous avons donc, de manière intermédiaire, mis un groupe de 1200 kVA à Bongolo et un groupe de 1200 kVA à Mouila pour soutenir la production du RIC Sud. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez appelé ce matin Chibanga, au Ndende, il y a de l'électricité. En 2017, est-ce que ça veut dire que finalement, le statut de la SUG va changer? Il faut d'abord négocier, madame. Même après négociation, justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un changement? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il fallait d'abord améliorer le cadre juridique qui sous-tend la production, la distribution. Donc, cette loi va arriver. Là-dedans, je vous ai dit, il y avait, dans l'ancienne loi 893, il y avait un seul mot de délégation du service public. Ce qui est complètement unique, madame. Maintenant, nous allons changer cette loi pour faire en sorte que demain, nous puissions peut-être... En tout cas, votre challenge, cadre juridique ou pas, c'est satisfaire la consommation. Bien sûr, c'est la préoccupation. C'est la préoccupation du gouvernement, mais tout ce qui est fait en matière de production énergétique, en matière d'investissement de l'État, c'est pour satisfaire les besoins, qui sont des grands besoins. Il y a toujours des grands besoins en matière d'électricité et d'eau, et malheureusement, il y a toujours peu de moyens, madame. Monsieur le ministre, les populations ont l'impression que vous n'avez aucune autorité sur la SIG. Vous pensez? Oui. Ah, vous ne me connaissez pas alors, monsieur Osombé. Mais comment justifier autant de coupures? Je crois qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, peut-être il y a moins de coupures, mais c'est parce que, monsieur Osombé, derrière une coupure, et nous sommes devenus hyper allergiques à une coupure. Vous pensez qu'il n'y a pas de coupure à EDF en France? À la suite d'une intempérie, vous pensez qu'il n'y a pas de coupure? Attendez. Ah si, monsieur Osombé. Regardez dans le sud de la France. Lorsqu'il y a des intempéries, il y a des coupures. Mais ce qui manque, peut-être la SEG, c'est de communiquer. Lorsqu'il y a une intempérie à Bordeaux ou dans une région du sud, ben vous voyez tout de suite des équipes sur le terrain. Et on communique. C'est cette célérité là-dedans dont nous avons besoin. C'est le fait de ne pas communiquer, parce que la coupure en électricité, mais c'est quelque chose de classique. Maintenant, vous avez raison, il ne faut pas que ces coupures soient intempestives. Bon, ces coupures peuvent être dues, vous voyez, l'autre jour à Issassa, lorsque les populations barrent la rue, qu'est-ce qui a fait que l'alimentation puisse être interrompue? C'est un accident de la route. Mais il faut expliquer aux populations que dans les heures qui suivent, vous allez avoir une coupure. Monsieur le ministre, oui. Si l'État ou le gouvernement a suffisamment d'autorité
sur la SCG, on ne comprend pas toujours le jeu du chat et la souris que vous jouez. Vous vous repoussez à chaque fois l'auteur. Une fois, il y a coupure à gauche. Alors, monsieur Sombé, vous ne me suivez pas, monsieur Sombé, alors. Je vous ai dit. J'en veux pour preuve la coupure sur la nationale, la coupure de la route qui a causé un grand dommage au niveau des ménages, de l'alimentation en eau et en électricité à Libreville. Mais monsieur Sombé, le gouvernement excusez-moi, si vous posez des questions trop longues, je ne peux pas répondre. Alors, vous avez posé une question. Oui. Si l'État manquait d'autorité, monsieur Sombé, moi, Guy Bertrand Mapangou, je ne manque pas d'autorité. Et ce que nous faisons aujourd'hui, en 6 mois au ministère, n'a jamais été fait ces dernières années. Vous avez vu, attendez, je vous prends un exemple de mon autorité. Oui. Nous avons construit, dans la perspective de la construction du barrage Fédouin Minzik, nous avons construit une ligne pour connecter Minzik-Oyem. Cette ligne est finie depuis 4 ans, mais on me dit qu'il faut attendre le barrage. J'ai dit de me trouver une solution intermédiaire, monsieur Sombé. Et le ministère et la SEG. Qu'est-ce que le ministère a fait pour que cette ligne soit chauffée et qu'elle ne connaisse pas des avaries? Nous avons payé un groupe de 2500 kVA que nous avons installé la semaine dernière à Minzik pour soutenir une meilleure production afin d'alimenter cette ligne. Mais si vous êtes et ça a été fait, ça a été fait en un mois. Je vous remercie, et beaucoup de choses se font. Le lycée de Bitam, tel que vous allez venir, il a été construit en 2008. Mais qu'est-ce que j'ai fait en un mois, 2 mois? J'ai demandé à SEG de tout faire pour investir pour que ce lycée soit alimenté. C'est fait. Donc, c'est ça de l'autorité. Alors, je ne peux pas être faible vis-à-vis d'un opérateur. Je négocie en fonction du cadre juridique qui est le nôtre, en fonction de la réglementation. Je ne suis pas là pour flageller la SEG. C'est un partenaire. Mis à disposition. Nous allons entamer la dernière partie de notre émission. À présent, donc, nous allons parler d'assainissement, d'eau usée, de sûreté nucléaire et de rayonnement ionisant, 2 secteurs peu connus de votre département. L'une des missions du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques est de veiller à la sécurité de tous, veiller également au respect de l'environnement à travers les normes qu'il doit faire appliquer à l'ensemble des usagers. Il s'agira pour le département ministériel de mettre en place des dispositifs de tous ordres pour mieux assurer la protection aussi bien des personnes que des entités en relation avec la radioactivité ou qui peuvent de par leurs activités se mettre au contact des eaux usées. Cette politique participera également à assainir les sites. Des partenariats devraient être tissés avec des cabinets ou des laboratoires spécialisés pour se conformer aux normes. C'est une mission qui implique également les partenaires locaux, aussi bien des entités administratives que techniques. Grâce à ce concours, suivi de la volonté du gouvernement, des mesures efficaces pourraient être prises au bénéfice des usagers, à condition que chaque partenaire puisse respecter la loi en la matière. Le pays a choisi la voie de l'industrialisation, une voie bien développée dans le pilier Gabon industriel. L'industrialisation, pour ne prendre que cet exemple, a fait le bonheur de grands pays développés. Elle a augmenté leur niveau de vie, créé une société moderne, tout comme elle a été aussi à l'origine de la pollution, de la dégradation de certains sites et voire de l'environnement. La surveillance radioactivité doit être au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs. Dans la conduite de cette entreprise, comme l'affirment de nombreux experts, l'information et la sensibilisation sont les meilleures solutions. Guy Bertrand Mapangou, si les préoccupations sur l'eau et l'électricité passionnent les débats, peu de gens savent que vous avez également en charge la gestion des eaux usées. En quoi ça consiste exactement? Cette question, Madame Mochangal, est transversale. C'est une question qui se traite avec le ministère de l'Aménagement des Territoires et le ministère de l'Environnement. C'est quoi les eaux usées? C'est les eaux des ménages, c'est les bouts de vidange des stations-service, les eaux domestiques, ça peut aussi être des eaux fluviales. Donc cette question, nous nous occupons parce que le traité de Sharm el-Sheikh en 2008 oblige les pays africains à s'occuper aussi des problèmes d'assainissement de l'eau. Oui, parce que c'est des questions environnementales. Voilà, c'est une question environnementale, c'est une question aussi de santé publique. Donc nous avons en charge cette matière et nous sommes aujourd'hui en relation avec une société chinoise qui est en train de faire des études sur Libreville pour pouvoir regarder comment on peut recycler et traiter ces eaux-là. Sûreté nucléaire et rayonnement ionisant, un autre pan de votre département. Aujourd'hui, vous surveillez, enfin,
Vous avez en charge également les radiations peut-être émises par la ville de Mounana, où on parle de beaucoup de radioactivité. Finalement, Bon, là, cette question, souvent quand on parle du nucléaire, ça terrorise tout le monde, parce qu'on pense au nucléaire du point de vue militaire. Mais il y a le nucléaire utilisé à des fins de développement socio-économique. Nous avons signé depuis 1964 oui. un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons une relation agissante, une coopération agissante, qui consiste à nous aider comment contrôler les acteurs qui utilisent les sources minières, les sources de rayonnement ionisant, par exemple. Il n'y a pas que les mines, il n'y a pas que le pétrole. Vous avez à côté de nous le centre cancérologique d'Angondje. Et voilà. Donc, ces sources ionisantes sont utilisées en médecine, sont utilisées chez les pétroliers, ce qu'on appelle les entreprises industrielles nucléaires. Ce sont les pétroliers, ce sont les miniers, mais aussi on utilise ces sources ionisants dans la recherche sismique, recherche pétrolière. Et nous avons donc un cadre juridique qui a été adopté. La loi de 2011 a été modifiée par une loi qui vient d'être récemment, une loi qui a été prise il y a 3 ans, qui met une réglementation nationale en matière de surveillance, de prévention et de protection de tous les acteurs, notamment des travailleurs qui utilisent et qui travaillent ou qui manipulent ces sources de rayonnement ionisant. Parce qu'il y a une source en fait de proximité quand on va simplement faire une radio également. Oui, parce que dans la radiologie ou dans tout ce qui est aujourd'hui qu'on appelle scanner, c'est-à-dire l'imagerie à résistance magnétique, il y a ces sources de rayonnement ionisant qui sont utilisées. Et aujourd'hui, la mission du ministère en tant que régulateur de ce domaine au Gabon, ça a été la mise en place d'une réglementation qui est en phase avec la réglementation internationale, donc la réglementation de l'EIA. Donc c'est la prévention, la surveillance. Et c'est nous, à travers l'Agence gabonaise de sûreté, de sécurité nucléaire et de garantie, qui donne, par exemple, à ceux qui utilisent ces sources, qui donnent des autorisations, qui peut aussi les suspendre, qui peut aussi les annuler. Et notre mission, c'est de surveiller pour que les personnels qui utilisent ces sources et l'environnement soient protégés. Pour ceux qui nous écoutent, c'est être très proche, par exemple, des cabinets de radiologie Absolument. Qui s'ouvrent dans nos quartiers. Absolument, voilà. Absolument. Nous avons un laboratoire. Parce qu'il peut avoir des effets néfastes à long terme. C'est l'une des missions du ministère. Et nous avons un laboratoire au sein du ministère qui agit presque tous les jours, par exemple au centre de cancérologie d'Angondje, à l'hôpital militaire, qui va, parce que ce centre est là déjà pour les travailleurs qui manipulent les sources de rayonnement ionisant. Donc tous les matins ou toutes les semaines, ils sont dans ces centres pour contrôler si ceux qui manipulent ces sources ne sont pas, on parlait de contamination, voilà, surexposés. Voilà. C'est le rôle du ministère, d'abord de prévenir, de surveiller, de contrôler, mais de protéger et l'environnement et les personnes qui travaillent dans ces endroits où ces sources de rayonnement ionisant sont utilisées. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement arrivés au terme de nos 52 minutes d'émission. Votre conclusion? Écoutez, Madame Ochanga, merci. Merci pour avoir traité ces questions, je veux dire sensibles, mais des questions importantes. Parce que l'eau et l'électricité, c'est la vie. L'eau participe au quotidien, au rendement économique, participe au quotidien à l'épanouissement social des populations. L'électricité de la même manière, parce que le premier geste que vous faites quand vous vous levez le matin, c'est votre interrupteur pour aller dans votre douche. Et le deuxième geste, c'est ouvrir votre robinet. Donc vous voyez, ce sont des questions qui interviennent tout au long de la vie de l'homme, depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. Donc ce sont des questions qui interpellent, bien entendu, le gouvernement. Et vous avez vu au cours de notre émission, je vous ai fait un peu tout le contour de l'effort d'investissement qui est consenti par l'État pour améliorer ce secteur vital, d'abord de l'eau, et l'autre secteur, c'est l'électricité. Donc des investissements sont consentis, mais je ne veux pas nier qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas
d'un coup de baguette magique qu'on résout le problème de l'électricité. Il faut donc avoir, ce que je vous ai dit, une vision d'urgence pour satisfaire les besoins de la population. Il n'y a pas que la zone urbaine, il y a la zone rurale. Si nous avons un taux de couverture global de 60 à 65%, c'est bien, mais il faut aller à 100%, parce que nous avons aussi des obligations dans la région, l'obligation qui consiste déjà à construire un vrai parc électrique, parce que demain, il faudra distribuer dans toute la sous-région, il faudra interconnecter les réseaux avec le Cameroun, avec le Congo, avec la Guinée équatoriale. Et nous avons aussi l'obligation nationale de densifier nos réseaux électriques, nos réseaux de distribution d'eau, parce que la demande, comme je vous l'ai dit, elle est grande, malheureusement. Les besoins, et partout au monde, les besoins sont toujours pas à la hauteur de l'investissement. Je vous ai parlé de 1730 milliards d'ici à 2025. Si vous avez ces sommes, nous sommes en pleine crise malheureusement, vous connaissez aujourd'hui le prix du baril du pétrole, nous sommes un pays rentier, même si des efforts énormes ont été réalisés à la demande du président de la République dans sa vision. Cette diversification, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous maintenir, sinon ailleurs on parle déjà de récession. Mais ces difficultés sont là, il faut les reconnaître. Mais comme c'est une priorité, c'est une priorité sociale, c'est une priorité économique, c'est une priorité industrielle. Parce que vous ne pouvez pas industrialiser votre pays avec une ambition que nous avons de diversifier l'économie. Si vous n'investissez pas dans l'énergie, vous n'aurez pas ces usines, vous n'aurez pas d'emploi, vous n'aurez pas de richesse et vous n'aurez pas de croissance. Et la meilleure croissance, c'est celle qui se partage avec les populations démunies. Donc, mon rôle aujourd'hui en tant qu'acteur et sous la direction du Premier ministre et toutes les orientations contenues dans le PSE et toutes les orientations presque quotidiennes du président en termes de satisfaction des besoins de population. Et je suis un serviteur et j'en fais un sacerdoce. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro du Nzimba. Pour animer les débats, j'étais accompagné de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique. À bientôt.